Alors moi, j'ai trop envie, parce que je me rappelle quand on t'a écouté pendant ta présentation, ça m'a fait bien rire toutes les aspects, les différences culturelles au boulot et tout. J'ai trop envie de revenir dessus, mais Mélanie, j'aimerais bien savoir comment tu as vécu cette deuxième grossesse, donc cette fois en Norvège, Oui, l'accouchement en Norvège. oui. Comment ça s'est passé pour toi comparé à la France? Eh ben, c'est pas du tout pareil. Alors, c'est pas du tout pareil. Déjà, il y avait une première grossesse qui était. Alors, les deux étaient super stressantes pour le coup, puisqu'il y en avait une sous Covid en quarantaine, et puis la deuxième, c'était ici, Sans boulot? sans boulot. Donc, les deux étaient assez stressantes. Mais il n'y a pas du tout le même rapport à la maternité, en fait. Donc, je peux comparer parce qu'elles sont pas très éloignées. Et puis, en France, j'ai été. Il y avait beaucoup de suivi. Là, je rentre dans les détails plus maternité, mais Ouais. c'est vraiment plus intrusif En France. en France. Ouais. Très médicalisé. Moi, j'ai eu beaucoup d'examens. Beaucoup de prises de sang tout le temps, de suivi sans arrêt. Alors je sais pas, je sais qu'il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus léger, mais moi j'ai eu vraiment une grossesse où on m'a beaucoup suivie. Je Alors, pensais tu que n'avais pas c'était... de problème particulier? Ben si, ils se sont trompés. Ils nous ont annoncé une trisomie 21 Ah. par erreur. Ah, Donc voilà, ah oui, quand même. Ouais. donc forcément, bon, j'ai été peut-être plus suivie Ouais. que d'autres grossesses. D'accord. Mais vous l'avez su quand que c'était une erreur, du coup? On l'a su 15 jours après. Donc bon, c'était peut-être pour ça aussi qu'après, on a eu un suivi plus D'accord. intense que les Et du autres. coup, quand tu arrives en Norvège, j'imagine que là, est-ce que ça t'a fait peur de pas du tout être Et suivie? ben voilà, Et voilà. c'est ce qui s'est passé au début. C'est que, donc l'inverse, la différence avec la Norvège, c'est qu'il y a un suivi hyper léger, mais très très léger, comparé au suivi que j'ai pu avoir en France, encore plus Ouais. du coup. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'ils avaient oublié de me donner les rendez-vous. Non, mais Et t'inquiète. je me Même demandais, team. voilà, je me demandais, J'ai un bébé là dans le ventre. oui, vous je suis quand même enceinte, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voulez pas me suivre un peu, vérifier que tout va bien? Non, 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 tout va bien, vous inquiétez pas. Ouais, en fait, ils partent du principe que tout voilà, va bien. ils partent du principe que tout va bien. Donc tout va bien. Donc sauf s'il y a un red flag, Ouais, mais tout va bien. moi j'ai trouvé ça très déstabilisant. Eh oui. D'autant plus que je venais de vivre très peu de temps avant une grossesse où j'étais extrêmement suivie. Donc là, j'avais l'impression d'être laissée à l'abandon, Ah, mais bien sûr. toute seule chez moi à attendre que ça se passe, quoi. Et Bon. du coup, toi, à cette époque, est-ce que c'était le moment où il y avait qu'une seule échographie? Il y avait que la T2 en Norvège? Non, j'avais quand même 2 échographies. Enfin non, j'avais une échographie à 18 semaines. Donc non, il y avait qu'une seule échographie. Ouais. Mais on a fait des échographies dans le privé. Oui, voilà, D'accord. comme font Ouais. beaucoup de monde. Voilà. On a fait Norvège. des échographies dans le privé parce que moi, je pouvais pas imaginer Attendre, passer si 9 longtemps. mois avec une seule échographie. Donc on a fait plusieurs échographies dans le privé en parallèle pour se rassurer aussi. Puis Bien vu sûr. ce qu'on avait vécu sur la grossesse d'avant, Ben, on avait envie d'être sûr que cette fois-ci aussi, tout allait bien. Mais c'est vrai que, par exemple, en France, moi, j'étais suivie sur la toxoplasmose. Donc, j'avais des prises de sang tous les mois, bien rythmées, bien réglées. Là, je crois que j'ai eu une prise de sang dans ma grossesse. C'est vraiment très léger. Donc ça très t'a quand même un peu angoissé de ne pas être Au autant début. suivi Au début. Et puis après, une fois que j'ai fait mon petit suivi de mon côté et que dans le privé et que je me suis rassurée toute seule, je me suis dit, OK, allez, profitons-en, en fait. Et il y a eu vraiment une étape où je me suis dit, là, j'ai envie d'en profiter, du coup, de faire confiance. On est au bon endroit. C'est clair. C'est un pays hyper familial. Donc, ils doivent savoir ce qu'ils font. Donc, il faut que je fasse confiance. Ouais. Et puis, de toute façon, j'étais loin de mes repères. On était dans une situation où on n'avait plus aucun repère. On vivait les imprévus les uns derrière les autres. Chaque jour était différent. On ne savait pas vers où on allait. On ne savait pas où est-ce qu'on allait vivre. On savait pas. Il y avait on était dans une zone de flou constante. Chaque matin, je me levais en me demandant si aujourd'hui on allait déménager. Décider de redéménager vers la France ou rester. Est-ce que Thomas allait recevoir un coup de fil qui allait faire qu'on allait pouvoir rester?
voilà, est-ce que j'allais aller au bout de ma grossesse sereinement et accoucher ici en Norvège, ou est-ce qu'il fallait qu'on rentre en catastrophe avant que je puisse plus prendre l'avion pour que je puisse rentrer et accoucher en France? Enfin, vraiment, il y avait cet état de panique aussi qui faisait que j'avais besoin de me reposer sur des choses rassurantes. Et donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai lâché cet aspect-là et j'ai dit, OK, bon, je vais me dire que du côté de ma grossesse, ça se passe bien. Ils ont l'air de me dire que ça se passe bien. Je vais leur faire confiance parce qu'en fait, je ne peux pas être stressée sur tous les fronts. Et puis même pour ce bébé qui est en train de grandir, j'ai pas envie de lui faire absorber tout le stress qu'on a autour de nous là. J'ai déjà eu le cas pour mon premier, avec l'ambiance anxiogène du Covid, etc. C'est bon, quoi. Je vais pas avoir que des grossesses où j'envoie à mes enfants plein d'ondes négatives, quoi. Donc, en fait, je me suis mise dans une bulle un peu en me disant... non, ça va aller. Ça va aller, en fait. Jusqu'à preuve du contraire, voilà. Ça ira bien. Et même par rapport à Thomas et au travail et à notre situation, je crois qu'à un moment, j'ai basculé. Je pense que c'était aussi en décembre, janvier, quand vraiment on était arrivé au bout, où j'ai dit, OK, quoi qu'il arrive là, il faut se dire qu'on rentre en France, qu'on reste ici, ça va aller. En fait, on va trouver, on va rebondir. Et je peux pas stresser pour tous les aspects de notre vie là actuellement. Donc de ce côté-là, on va dire que tout va bien. On va faire confiance. Puis t'as eu raison. Et voilà. Et en fait, tout s'est très bien passé. Comme quoi, quand tu visualises que tout ira bien, parfois ça aide. Ça aide. C'est pas facile. On pouvait pas être stressé pour tout, en fait, à ce moment-là. Et puis, je refusais d'avoir ce petit bébé qui prenait tout un corps plein d'angoisse, en fait, pour grandir. Je voulais que sa première maison, elle soit douce, sereine. Donc, je me suis mise dans une bulle où j'ai un peu fait l'autruche, quoi. Pour me protéger, pour protéger mon bébé, il fallait dire non, mais là, en fait, ça va aller, quoi. On arrête. On va trouver des solutions. Tout va bien, en fait. Et du coup, la grossesse s'est bien passée. La grossesse s'est super bien passée. Et l'accouchement en Norvège, est-ce que c'était différent aussi que de la France? Alors, il y a des choses qui sont différentes, mais je ne sais pas si c'est lié à la Norvège ou si c'est lié à l'endroit où on accouche, à la clinique. Moi, pour mon expérience, ça a été différent dans le sens où ce qu'on a beaucoup apprécié, c'était que on a eu la chance d'être dans un... Ça fait un peu justement... film norvégien, mais on est arrivé dans une salle de naissance avec des grandes baies vitrées qui donnaient sur les montagnes, avec la neige, alors que c'était fin avril. Mais... Ça, c'est moins rigolo, par contre. Il y avait de la neige. Retenez bien ça. Mais c'était beau. Il y avait de la neige fin avril. Voilà, je suis en train de m'imaginer les montagnes à ce coup, boum. Mais c'était très beau. Et c'était tout féerique. Enfin, moi, en tout cas, j'étais dans mon truc un peu, peut-être les hormones. Ocytocine à fond. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Et c'était une belle vue, en fait, pour accueillir un bébé. Et puis, on avait une sage-femme qui était là avec nous tout le temps, qui s'occupait de nous, qui était adorable. C'était la première fois que tu l'as rencontrée? C'était la première fois que je la rencontrais. Mais parce que peut-être qu'en France, c'était un personnel médical, non? En fait, en France, nous, le jour de l'accouchement, les sages-femmes qui se sont occupées de nous, elles ne se sont pas occupées de nous. D'accord. Et c'était... En France, c'était compliqué, l'accouchement, mais le cadre était très, très différent. Ah oui. En France, on était en sous-sol, on était monitoré avec des câbles partout. Oui, alors que là, pas du tout. Là, c'était beaucoup plus... Comment dire? On va laisser le corps faire... On va l'écouter, on va laisser le corps faire. Il sait ce qu'il doit faire. Et puis, on aidera si besoin. Mais il y avait vraiment tout un état d'esprit très naturel, très. Et puis, avec une sage-femme qui était là pour nous, comme voilà, qui me tenait la main, qui était très douce. Alors qu'à Paris, c'est notre expérience aussi, mais elle a vraiment été pas très chouette. Donc, où on était laissés tous les deux, alors que c'était notre premier accouchement, et puis avec des complications, et puis on était tout seul, quoi. Vraiment tout seul, quoi. Ah ouais, et quand on allait demander de l'aide, non, mais c'est bon, on voit l'écran, là, tout va bien. Bah oui, mais non, moi, en fait, dans ma chambre, j'allais pas bien. Même si sur l'écran, ça avait l'air d'aller bien, moi, j'allais pas bien. Donc, ça aurait été bien de venir me voir.
Donc là, contexte plus rassurant d'avoir quelqu'un à vos côtés. Si j'avais pu demander, je l'aurais demandé, mais j'ai pas eu besoin. Parce qu'en fait, c'était prévu. Suite à l'accouchement qu'on a eu, qui était difficile en France, c'est vrai que quand on est arrivé ici, si j'avais dû demander quelque chose, j'aurais demandé à ce que quelqu'un soit avec nous tout le temps. Puisque justement, on a eu des complications sur mon premier, parce qu'ils n'étaient pas là, en fait. Et qui nous ont laissés tout seuls. C'était quel genre de complications? C'était... ils m'ont fait une péridurale beaucoup trop forte, ce qui a coupé tout mon travail. Parce que j'étais en grande souffrance avant la péridurale. Et donc, du coup, ils m'ont fait une péridurale, mais trop forte, qui m'a paralysé le bas du corps, et où j'avais plus rien, mais plus du tout de travail non plus. Et oui, ça a stoppé, quoi. Ça a tout stoppé, et puis c'est parvenu. Et pendant tout ce temps, on attendait, pendant des heures et des heures, et puis finalement, ils ont dû me redéclencher. Et puis finalement, pour s'apercevoir que en fait, le bébé était coincé, mais était mal positionné, coincé. Il était mal positionné, et coincé, en souffrance. Moi, je vomissais parce que la péridurale m'avait. J'étais vraiment, je tremblais dans tous les. J'étais vraiment pas bien. Vous pouvez dormir et vous reposer. Bien sûr. Voilà, puis attendre toutes ces heures, du coup, ça n'a pas aidé, quoi. Non. Il fallait nous aider dès le départ, en fait, plutôt que de nous laisser dans cette situation-là. Donc, ça fait partie des récits qui sont pas très rassurants pour d'autres gens. Mais c'est vrai que c'était pas le meilleur contexte. Et pourtant, c'était un hôpital qui est très bien, qui est super. On était à Paris dans un très bon hôpital. Il n'y a pas de... La maternité était très bien. Il y avait le jour, les personnes, le service. Voilà. Donc, on a, à la suite, dès le lendemain ou 2 jours après, ils ont fait un changement d'équipe. Et puis, j'ai eu une sage-femme merveilleuse, formidable, qui s'est bien occupée de moi suite aux complications derrière, pour moi. Qui m'a dit une phrase que je répète à tout le monde à chaque fois, qui m'a vraiment fait beaucoup de bien et qui je pense, est très, très importante. Elle a dit « Mais arrêtez de vous occuper de ce bébé. Sa maman s'en occupe très, très bien. Par contre, la maman a besoin qu'on s'occupe d'elle. » On oublie souvent qu'en fait, à la maternité, en fait, la maman, elle est là pour s'occuper de son bébé. Et son bébé, s'il lui arrive quelque chose, qui a n'importe quel problème, sa maman, elle sait. Elle va pouvoir le dire. Elle va dire « Mon bébé, il a quelque chose qui ne va pas, je sens. » Alors que la maman, si elle ne va pas bien, personne ne s'en occupe, quoi. Parce que plus la maman, elle est en forme, mieux elle peut s'occuper de son bébé. Et petite parenthèse, c'est intéressant de souligner ce que tu viens de dire, là, la phrase, parce que surtout sur un premier enfant, c'est chaque parole, chaque comportement est tellement important. Moi, je dis à tout le monde, j'ai jamais été aussi vulnérable et à poil que quand on a eu notre première fille. En plus, c'était un 24 décembre, neige, glace, noir tout le temps. Voilà, donc c'était comme quoi, tu vois, une petite phrase comme ça peut carrément te changer ta vision des choses, quoi. C'était très fort, ça m'a beaucoup impacté positivement. Donc il n'y a pas eu que du mauvais dans cette expérience. Bien sûr, heureusement. Il n'y a pas eu que des mauvaises rencontres, mais... Mais tu étais contente du coup en Norvège d'avoir ce soutien. Et pourtant on avait peur, hein. On était à l'étranger, on n'avait plus de repères. Alors là pour le coup on était vraiment... on connaissait pas l'hôpital. Puis pendant la grossesse, tu as vu que tu n'étais pas suivie plus, donc là tu aurais pu penser que l'accouchement ça allait être... Mais au final ça s'est bien passé. Ça a été... Si, il y a eu les mêmes complications, mais gérées différemment. Non, mais comme quoi. Voilà, gérées différemment. Avec un accompagnement, plus de bienveillance. Le fait d'avoir cette sage-femme qui était là, qui s'occupait bien de nous, qui nous disait... Si vous avez la moindre question, le moindre souci, on avait presque l'impression qu'on nous avait mis quelqu'un à disposition gentiment pour nous aider alors qu'en fait c'était le cas pour tout le monde. On avait l'impression qu'on avait une petite faveur, alors qu'en fait non, pas du tout. C'était comme ça pour tout le monde. Moi je me souviens, de mon côté, mais à ce moment-là j'ai pas beaucoup bossé, hein, mais le seul truc que je faisais quand on était en France, c'est de faire l'aller-retour entre la salle où il y avait le personnel médical pour leur dire là, qu'est-ce qui se passe en fait, il y a quelque chose qui va pas. Et en Norvège, il y avait quelqu'un qui était tout le temps là en fait. C'était super rassurant. J'avais vraiment l'impression qu'on était accompagnés. Et puis même après, quand il a fallu, il y avait quelque chose aussi, c'est que pour Thomas, c'était pas très rigolo parce que, ça pouvait être un peu impressionnant aussi parce que c'était dans une autre langue. Et oui. Et, parce que du coup, tu parlais norvégien avec le personnel. Eux, ils parlaient en norvégien entre eux.
Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, C'est c'est vrai connu que aussi, oui. c'est vrai qu'il y a des moments où, quand tu es dans un état de vulnérabilité tel qu'un accouchement, et que le personnel se parle entre eux dans la salle pour se dire des trucs, et tu sais quoi, toi, tu comprends pas. C'est vrai. C'est super dur. Mhm. Tu dis, attends, du coup, là, attends, tu essayes de lire sur les lèvres, tu essayes de lire leur comportement, leur visage, leurs expressions. Les Norvégiens va lire leurs expressions. On a bien compris que Thomas avait eu du mal. C'est bon, chérie, I got this, tout va bien. Donc clairement, c'est Ouais, aussi je un comprends. peu challenge. Et ça peut être impressionnant. Et au final, pas du tout. En fait, ça nous a pas bloqué. Ils ont communiqué avec nous de façon à ce que Thomas et moi on comprenne tout. Est-ce Et que qu'il y vous ait pas aviez de... fait un projet de naissance? Non. Même pas en plus, Mais ouais, non, vous y mais, êtes. Ouais. non, mais en fait, nous, On nos a arrêté les projets, on projets a à partir arrêté. du moment. C'est Ça fini va les pas se projets, on passer a comme compris que prévu, c'était de pas pour toute nous. façon. On a compris que c'était pas pour nous. It's showtime. Voilà. On a compris qu'on allait faire face à l'imprévu très souvent. Ouais, ok. Et donc, pour le premier, on avait imaginé un projet de naissance et finalement, ça s'est passé tellement pas du tout comme prévu. Et puis après, on avait un projet pour partir en Norvège. Et puis ça s'est pas passé du tout comme prévu. Donc ça ne se passe jamais en fait comme on a prévu. Donc là, c'est pareil. Donc Mona est arrivée, ça s'est pas passé non plus comme prévu. Donc en fait, je préfère me laisser aller à l'imprévu, à la découverte et à me dire que ça va se passer comme ça doit se passer et que ça va bien se passer. Ouais. Voilà. Et qu'il faut jongler pendant les moments où ça se passe pour bien le vivre en fait et accueillir ce qui se passe. Donc du coup, je préférais pas avoir de projet. D'accord. Parce que sinon, en se mettant un projet, j'avais peur de me mettre des objectifs et des tableaux dans ma tête de comment ça doit se passer. Et puis si ça se passe pas comme ça, après Eh on ben, est t'es déçu. déçu. Ouais. Voilà, t'es déçu. Donc j'ai préféré que ça se passe comme ça et c'était chouette, voilà. Même si c'était compliqué, mais c'était mieux. D'accord. Et puis de toute façon, encore une fois, voilà, 2024, projet de mettre mes enfants en Barnehague et de travailler. Je commence à travailler et 2 semaines après, je suis de nouveau enceinte. Donc, Attention, ça peut durer longtemps. voilà. Donc, franchement, je pense que là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans? 5 ans qu'on fait des projets. Non, mais j'arrête. Et C'est terminé. on arrête de faire des En projets. 2025, ça fait partie de mes bonnes des grandes Voilà. résolutions. J'arrête les projets. On arrête les projets. La planification, c'est pas pour nous. En fait, c'est les projets qui viennent à vous. Voilà. C'est- Projet sous forme d'enfant, Voilà. ces temps-ci. D'imprévus, Les beaux imprévus. enfants, tout. Voilà, on avait pas du tout ce projet-là non plus. Voilà, le projet de 2024, c'était que je puisse retravailler et qu'on ait enfin 2 salaires norvégiens pour payer les pleins de courses norvégiens. Je faisais la blague que tu vides ton compte en banque quand tu t'achètes 2 courgettes, c'est presque vrai. Puis même moi, j'étais contente aussi de pouvoir Reprendre une activité. démarrer une activité professionnelle en Norvège, me faire des collègues, Ouais. Parce que comment voir des gens. c'est passé ton post-accouchement par rapport à la France où tu avais été un peu déprimée? Ah bah là, pour le coup, c'était vraiment très doux. Mm. Parce que il y avait, la Norvège, c'est fait pour ça, quoi. Enfin, si été tu mise dans viens un- pas en Norvège pour faire des enfants, c'est juste, non mais c'est merveilleux, quoi. C'était au meilleur endroit du monde. Enfin, Pas de bras, pas de chocolat. Non, mais- T'es en Norvège, t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, non, mais c'est. Après, nous, c'est notre expérience et Bien on sûr. est très heureux d'avoir cette chance-là de pouvoir le vivre, même si c'est dans des conditions complètement chaotiques. Bon, toi, tu stresses, hein. Tu travailles beaucoup quand même pour subvenir à tout ce bazar. Mais c'est vrai quelques trucs que tu faisais en Norvège que tu faisais pas à Paris et qui t'ont permis de me balader. profiter. Ouais. Me balader avec ma poussette. Je pouvais même avoir une poussette avec 4 grosses roues. Ouais, sans te dire ça va être un parcours du Mais combattant. non, j'allais prendre le train. Il y a même un monsieur qui m'aidait chaque matin pour monter ma poussette dans le train. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est une folie, quoi. Donc, est-ce que tu étais dans un groupe de mamans aussi? J'étais dans un groupe de mamans, les fameux Barcel groupe norvégiens. Donc, c'est les groupes de mamans dans lesquels on nous inscrit à l'accouchement. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, après, j'ai recroisé ces mamans-là. Ensuite, on se suit puisque nos enfants vont dans les mêmes Barnehague, les mêmes écoles.
jardin d'enfants. Et puis, moi, une des grandes raisons qui m'a donné envie de venir en Norvège et qui fait qu'aujourd'hui, je regrette pas non plus, c'est l'entrée automatique en Barnehage, donc en petite école, des enfants à partir de 1 an. Est-ce que vous étiez directement installé à Ski, qui est au sud-est d'Oslo ? Oui. Ok, Oui. c'était un choix. Alors, y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous installer là-bas ? Au début, on cherchait dans Oslo, parce qu'on avait peur que ce soit un très gros choc de passer d'une si grande capitale, Paris, dynamique, beaucoup de choses à faire. Et puis, hop, Oslo, c'est dit, il faut qu'on soit quand même dans le centre d'Oslo pour que ce soit un peu moins dur, la transition, le changement. Et puis finalement, moi, j'ai de la famille qui vit dans ce coin sud d'Oslo. Et qui m'a dit « Oh non, mais vous serez beaucoup mieux ici ». Et en fait, on a eu aussi un petit coup de pouce, c'est qu'il y avait un propriétaire norvégien, fou de France, qui a une maison en France pour ses vacances, et qui était très, très, très content de trouver des locataires français en Norvège pour son appartement. Et donc, ça a été un petit coup de pouce pour nous aider aussi à trouver un logement. En urgence, rapidement. Parce que ça, c'est pareil, on n'avait pas de bank history. Donc, je sais que peut-être quand on a un travail en arrivant, on n'a pas besoin de bank history, mais dans notre cas, vu qu'on n'avait pas de travail en arrivant, il nous fallait un bank history qu'on n'avait pas. Et donc, en ça fait, nous le bloquait. bank history, c'est c'est l'historique quelques années de c'est quelques années de vie en Norvège avec un compte en banque ouvert qui fonctionne et qui est alimenté. Et donc ça, on nous l'a réclamé au moment des recherches de logement. Et on l'avait pas, et donc ça bloquait un peu. Et lui, il s'est rassuré parce qu'il connaissait Paris, il connaissait la France, il connaissait les Français, donc il était plus ouvert, voilà, plus ouvert. Donc il nous a permis de nous installer dans notre appartement à côté de Ski. Et la vie depuis à Ski vous convient, vous êtes bien ? C'était pas du tout un choc comparé à ce que vous imaginez peut-être d'Oslo ou en termes de dynamisme ou quoi ? Les premiers mois, quand même, sans travail, avec rien autour. Parce que c'est un peu la campagne, quand même. Bon, en plus, on n'est pas à Ski, on est à Langhus, on est dans qui est une station avant Ski, donc c'est vraiment encore plus la Cambrousse. Ouais, parce que Ski, à la limite, il y a un centre commercial, quand même. Alors, mais attends, le Store Center de Ski, c'est... Voilà. C'est fameux. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller faire un tour. Oui, c'est fameux. On a tout ce qu'il faut. Mais non, mais c'est vrai, c'est une grande ville comparée à la Norvège. Non, mais toi, tu fais les yeux là, parce que tu penses à la France. Mais en vrai, Ski, en Norvège, c'est une grande ville. En fait. Et comme tu dis, il y a ce qu'il faut. Voilà. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même une piscine. Ah bah, attends Thomas. Un stade de foot. Pardon, excusez-moi. Attends, c'est grand pour la Norvège. Donc c'est une grande ville avec tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pas eu de choc quand on est. Moi, comme j'étais à la maison, enceinte, et que je me disais, là, j'en ai pour encore. Je me visualisais pour la suite en me disant, attends, donc là, ça veut dire que si je travaille pas encore pendant plusieurs mois, genre, mais presque au moins plus que 1 an, en fait, puisque c'est à partir d'1 an que tu peux laisser ton enfant à garder en Norvège. Ouais. Donc, ça voulait dire que c'était presque 2 ans en fait où j'allais rester à la maison sans me faire d'amis. C'était ma question. Voilà, je me suis dit là il y a quand même une grosse solitude d'un coup là qui s'installe, qui m'a un peu frappée. D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps au centre commercial. Ouais, parce qu'il fallait que je voir du monde. Le fameux The Place to Be. Ah, The Place to Be. Non, mais parce que j'avais besoin de voir des gens. Sûr, j'avais besoin de. Comment s'est passée d'ailleurs votre intégration sociale ? Vous aviez déjà de la famille, donc ça peut être un point de départ. Ça aide quand même pas mal. Moi, en fait, c'était probablement... Alors, je pense qu'on a 2 expériences assez différentes, en fait, là, pour le coup. Parce que moi, à partir du moment où j'ai commencé à bosser, je voyais des gens, je me suis fait des amis dans le travail, et puis je vois des gens tous les jours, en fait. Au studio, je croise des gens tout le temps. Je ressens moins le besoin d'aller au centre commercial de Ski. Donc. Je passe moins de temps au centre commercial de Ski. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour toi, c'est différent. Moi, c'est difficile. Moi, c'est difficile. Moi, je suis dans les couches depuis qu'on est arrivé. Donc, est-ce que tu as réussi à te faire des amis dans le Barcel Group ? Des amis, non.
Mais des connaissances avec qui, Des contacts, voilà, tu passes un peu de temps parfois. des petits contacts. Est-ce que tu sentais, même en étant franco-norvégienne, qu'il y avait une différence avec les mamans norvégiennes? Oui, ouais, une grosse différence. Je pense que tu peux t'identifier à cette expérience aussi. Ah oui, Ouais, oui. ouais, j'ai Mais ressenti ça. déjà, moi, je ressens un truc très fort. Alors, c'est pas, je vais me faire, je vais pas dire des trucs très gentils là, mais il y a quelque chose de très fort, c'est que j'ai ressenti moi-même depuis toute petite en fait, quand je D'accord. venais en vacances ou c'est que les Norvégiens, ils grandissent beaucoup au même endroit, avec le même groupe d'amis. Et c'est des groupes d'amis qui sont très très forts, qui sont très très liés, qui ne se quittent pas, qui continuent à se suivre encore après, en vieillissant. Ils reviennent, même s'ils voyagent beaucoup ou qu'ils vont faire des études ailleurs, ils reviennent quasiment systématiquement là où ils ont grandi parce qu'ils vont retrouver leurs parents et pouvoir être aidés au niveau justement de la famille, avec les petits-enfants, etc. Et moi, je le sais, puisque comme disait Thomas, mon papa, il a 11 frères et sœurs, donc je peux observer beaucoup ce schéma-là. Ouais. Je parle pour ma famille, mais pour tous les gens que je rencontre, hein. Franchement, c'est quelque chose d'assez systématique. Ils retournent beaucoup, beaucoup vivre à l'endroit où ils ont grandi. Ils sont beaucoup en clan familial, en clan d'amis d'enfance. Ouais. Et donc, arriver à rentrer dans ces bulles, c'est très, très dur. Moi, j'ai eu la même expérience. Ouais. La seule maman avec qui ça a bien matché dans mon Barcel Group, elle est américaine. Oui. Ben, Donc, nous, à l'école des enfants, je m'entends bien avec tout le monde, mais les 2 seules amies que je me suis faites en 2 ans, c'est une Chinoise et une Polonaise. Et pourtant, tu parles norvégien, parce que Et moi, je me pourtant, suis je parle toujours norvégien. dit, je parle pas très bien norvégien, et du coup, je me dis que c'était un peu ma faute aussi, parce que bon, il y avait quand même cette barrière du langage qui faisait que ça m'a été un frein, mais comme quoi, Non. pas forcément. Non, je pense qu'il y a vraiment, c'est culturel en fait. Mm. Puis c'est vraiment, il faut avoir grandi ensemble, quoi. Ouais, C'est, ouais. Ce qui est rigolo, c'est que là, on parle du Barcel Groupe, donc du groupe de naissance des mamans. Mm. Mais comme tu dis, ça commence là, quoi. Mm. Ça commence in utero, Ah oui. le cercle social en Oui. Norvège. Hein. Ce Oui. sont les mamans, les enfants qui vont dans la même crèche. Oui. Et après, boum, c'est parti sur Oui. toute la vie, quoi. Est-ce que toi, Thomas, t'as fait un congé paternité? Non. Ben, on n'a pas pu. Ouais, Non, parce on n'a que pas du eu coup- parce qu'on est arrivé et pour avoir le congé paternité, il faut avoir travaillé 6 mois ou en tout cas quelques mois. Et tout, Il fallait que moi, j'ai travaillé. Ouais, toi, Ah. pour que t'aies ton Mhm. congé. Même Donc pour on a que eu aucun Thomas congé. allait Je savais pas. Bon, bah voilà, comme ça, vous êtes au courant, pour ceux Ouais. qui savent pas. Ouais, nous, on l'a pas eu. Alors, je sais pas si la règle a changé entre-temps, parce que depuis, tu as regardé sur Nav et il te disait que c'était peut-être possible d'avoir un accès à un congé, un De toute type façon, de congé. on pouvait pas. Mais de Enfin, toute vraiment, façon, on pouvait pas. cette année-là, c'était impossible. Oui, on bien avait sûr. trop besoin Bien de sûr. rentrer des sous. Mm. Donc non, moi, j'ai pas eu de. Ouais. Et du coup, C'était là, un des pour- trucs pour lequel vraiment j'étais Ah oui. super content de venir en Norvège. C'était un de tes arguments, je me souviens Oui. très bien, Mélanie. Bah, Tu m'as c'était- bien eu. Hein. Bah Ah attends, oui. le destin Très bonne a fait commerciale. qu'il y a le troisième. Là, le troisième, tu vas pouvoir. Mais non, parce que j'ai Non. toujours pas travaillé. Ah, mais attends, c'est la Parce maman qui que- donne accès aussi au Oui. papa au congé? Ça, je suis C'est- pas sûr. mais- Ouais, Non, parce qu'on faut pas dire ça à nos auditeurs. Parce qu'ils vont Vérifiez vos sources. Non, je sais. On vous peut-être que je peux en reconfirmera. avoir- peut-être que je pourrais y avoir accès, Ouais. mais pour ça, il faudrait que quand même on ait. Ouais, je sais pas. Peut-être que là, je pourrais avoir pour aller aussi, moi aussi promener ma poussette au parc. Bah oui, avec il faut que tu vives cette aventure quand avec même. les copains papa. Ouais, mais je suis pas sûre que ce soit possible. Vraiment, il me tout à fait semble sûr. qu'il y a une histoire où on s'est fait avoir justement déjà la première fois. En tout cas, il faut poser la question à NAV, Oui. N-A-V, Voilà. qui est un peu le pôle emploi, mais pas que. C'est Ouais, ça, on toutes peut- les questions liées au travail, aux congés il faut- parentaux, à la famille, il y a Ouais, plein, ça regroupe plein de choses. Ils sont réactifs. Il faut Moi, à pas se chaque fois, je les ai- décourager. Ah. Ah, Pas bon. pour tout le monde. Hein. Faut pas se décourager avec Nav. Hein. Faut, Ah, bah, moi, c'était plus la France parce que j'avais fait, donc on a fait congé paternité maternité, et puis on avait fait la grande erreur d'avoir un enfant en décembre. Donc pas de crèche avant août de l'année d'après, donc quasiment 2 ans sans crèche. Et donc on avait des gardes plus ou moins grâce à la famille, nos congés, on avait essayé de cumuler tout ça. Et il y a une aide financière quand tu n'as pas encore de crèche en Norvège, En En Norvège. Norvège. Mais en Norvège, vous avez une rentrée en janvier. qu'on Non. n'a jamais vue.
En tout cas, on n'y a jamais eu droit. Dans le centre, c'est saturé. Tu sais, les Barnabé pour les tout Faut qu'il y petits. ait de la place. Alors, il fallait venir à Chi. Et voilà, Le Store Center. ça commence là-bas. Parce C'est là. qu'à Chi, nous, on a une rentrée en janvier. Ah ouais. Oui. Pour les enfants qui sont nés justement en fin Mm. d'année. Et ben, Et si mais on pond, ça va à pas, Oslo, une place. tu peux aussi, mais en fait, il n'y a pas de place. Ouais. Ah Donc, ouais. ils te C'est garantissent plus une saturé. place en août. Ouais. Donc, ne faites pas d'enfants en décembre. On le répète dans ce podcast. Si vous êtes à Oslo, à Chi peut-être, Oui. mais à Oslo, pas d'enfants en décembre. Et donc, Nav, je leur ai fait la demande pour cette aide financière quand tu n'as pas encore de place en crèche, ce qui peut notamment t'aider si tu fais appel à une dagmama, donc une espèce de Nourrice. auxiliaire ou une nourrice. Et là, ouais, j'ai dû ramer mes côtés français parce qu'ils me demandaient des traces justement de... Il fallait au moins 5 ans d'activité professionnelle en Norvège. Je les avais pas encore complètement, mais j'avais mon activité professionnelle avant qu'elle était en France. Et là, il a fallu avoir des courriers du côté de Lucie, du mien, et ça a été un peu compliqué. Il y en a eu pour plusieurs mois, mais j'ai mené cette mission à bien. Et Nav Comme était, quoi. pour moi en tout cas, responsive. Moins pour toi apparemment, Mélanie. Bon, bah, c'est pas grave. Mélanie, tu vas recommencer à travailler après ce 3e enfant. Et pour le Le plan. 4e, Thomas, tu auras ton congé J'adore ça, paternité. notre projet, le projet. Voilà. Le projet, Ça part en Thomas, le projet. Soyez en témoin, notre projet pour 2026. Alors là, tout va se passer comme prévu, je pense. C'est sûr. Déjà, au bout du 2e, on s'est dit, là, c'est bon. Maintenant, on fait les choses, on va pas se faire avoir. On fait les choses bien cadrées, bien comme il faut. Bing. Ah là Ah, là. puis j'avais trouvé mon boulot, parce que Et j'ai oui, commencé, voilà. donc je travaille. Hein. Je travaille quand même. Ça y est, j'avais repris une activité professionnelle. Donc je travaille, je suis prof de français au collège, Ok. à côté de chez nous. Et donc, tout se passe très, très bien. Mais c'était pas prévu, et il y a un 3e qui est arrivé. Et pour revenir, toi, du coup, dans ton domaine, qu'est-ce qui a été pour toi les différences culturelles à adopter pour travailler avec des Norvégiens? Ça s'est fait en 2 étapes. Moi, vraiment, au début, j'ai vraiment adopté une posture de low profile. C'est-à-dire que quand j'ai vu que c'était super difficile et que j'ai commencé à avoir accès à des piges, à des missions avec ma société, d'abord j'ai fait ça. J'ai fait des piges en freelance avec ma société. Et puis ensuite, j'ai intégré un studio en tant que producteur exécutif. Donc, c'était pas vraiment, je m'occupais plus de la supervision des budgets et des plannings. C'était un boulot vraiment très opérationnel. Est-ce que tu peux expliquer en une petite phrase ou deux le boulot, selon toi, d'un producteur? Ah oui, ok. Producteur, c'est vraiment celui qui s'occupe de trouver des projets de films ou de séries, trouver les sous pour les financer, parce que c'est jamais les sous du producteur. En tout cas, les bons producteurs n'engagent pas leurs propres sous. Et recruter les équipes. Voilà. Et après, le travail de producteur exécutif, qui est aussi un des métiers que je fais en Norvège, c'est un métier qui est plus opérationnel, c'est-à-dire que c'est vraiment être en charge de faire le budget, faire le planning et vérifier que tout est livré dans les temps et dans le budget. Donc Ok. c'est À la chaîne. À la chaîne. Mm. Donc là, c'est un boulot qui est moins créatif, qui est plus vraiment un boulot opérationnel. Et je dirais qu'au début, moi, je me suis vraiment mis dans un coin et j'ai vraiment observé comment ça se passait. Donc, je faisais pas de plaisanterie. J'étais très, très sérieux. J'essayais d'avoir le moins d'émotions possible sur mon visage. C'était très dur, très difficile. J'ai mangé beaucoup de tartines. J'ai mangé mes tartines sans broncher, voilà, le caviar, le brunous, tout ça. Essayer de te fondre un peu en dans fait, la vraiment, masse. voilà, c'est ça, exactement. J'ai vraiment eu une première année où j'ai vraiment fait ça pour essayer de comprendre comment ça se passait et adopter le tempo, en fait, des Norvégiens dans le travail. Et ce tempo était complètement différent du tempo que tu avais en France? Super différent, Mm. super différent. Pas du tout la même attitude par rapport à la présence au travail. En France, on fait beaucoup de présentéisme. C'est-à-dire que quelquefois, on a fini ce qu'on a à faire dans la journée, mais on reste quand même jusqu'à 18h parce que sinon, on prend son après-midi, quoi. Mm. Ici, c'est pas du tout pareil. Ici, on est plus sur du résultat. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon expérience. Et moi, vraiment, j'ai fait en sorte d'être super rigoureux sur tout ça et j'ai observé pour voir comment ça se passait. Ce qui fait que du coup, j'étais dans une position aussi un peu pas de retrait, mais j'étais à 30% au niveau du partage d'émotions et des pauses café, tout ça. Et ensuite, en fait, quand j'ai senti que ça commençait à se stabiliser, que mes missions au sein de ce studio-là étaient reconduites, en fait, là, j'ai commencé à voir comment je pouvais être
être à nouveau 60% français. Eh oui. Comment apporter la French touch? Exactement. Et en fait, mais comment aussi ça pouvait apporter quelque chose au quotidien d'un studio d'animation. Parce que c'est quand même des équipes internationales, ils sont pas tous norvégiens. Donc comment ça peut créer de la cohésion d'équipe. Donc les pauses déj sont passées de 20 minutes à être un petit peu plus longues parce qu'on s'est mis à tchatcher à table. Mais c'est des moments super importants qui ont un peu inquiété au début les gens du studio, qui se sont demandé s'il fallait pas serrer un petit coup la vis pour que les pauses déj soient moins longues. Mais en fait, quand les projets sont compliqués, qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, et ben en fait, c'est important d'avoir ces moments de discussion. Et ça vient vraiment de la France. Enfin, moi, je sais que dans les studios dans lesquels j'ai travaillé, les pauses déj, les pauses café, les pauses clopes, c'est là que le monde se fait. c'est des moments qui sont hyper informels, mais c'est les moments où on peut un peu lâcher la pression. C'est important pour la cohésion. Voilà. Et lâcher la pression, c'est pas un truc pour lequel les Norvégiens sont très forts. On va pas se mentir. Et donc, en tout cas, au niveau créer ces moments-là, je pense que ça a été un peu la deuxième étape. C'est-à-dire que j'ai vu que là, ok, bon, maintenant ils ont confiance, on peut redevenir un peu français, entre guillemets, et instaurer ça. Et aussi, je pense que moi, j'ai quand même pas mal de second degré. C'est-à-dire que je fais mon boulot très sérieusement, mais j'aime bien aussi, enfin, je trouve que c'est important d'avoir des moments de décontraction, quoi. Et ça, je pense que dans mon attitude, j'ai pu un peu le libérer. Et je pense que maintenant, c'est super, vraiment. Et notamment dans le cadre du festival, par exemple, où j'ai commencé par animer des tables rondes. Maintenant, je m'occupe d'une journée complète de rendez-vous pro. Et je pense que ce côté plus à l'aise avec la communication, la prise de parole, le fait de pouvoir plaisanter, faire des blagues, dans un cadre pro, c'est super appréciable. Et c'est super apprécié. Tu sens qu'au final, du côté norvégien, ils apprécient aussi ce petit côté-là maintenant. Vu qu'ils me demandent de reparticiper à ces événements chaque année, c'est que ça doit à peu près marcher. Et un des événements qui m'a fait dire attention, il faut un peu lire la Read the Room. C'est la première réunion, quand j'ai commencé dans ce studio, ils font beaucoup de ce qu'ils appellent les Startup Workshops, c'est des ateliers de démarrage de projet. Et c'était un projet international, il y avait des Espagnols, des Italiens, des Norvégiens, des Danois autour de la table pour démarrer un projet de long métrage d'animation. Et parmi les collaborateurs, il y avait un Italien qui était là. Et lui, en fait, il n'avait pas lu la salle. Et il était italien, mais je veux dire, c'était super. Moi, j'adore. Mais alors, j'ai vu tous les Nordiques autour de la table qui se sont raidis quand il a pris la parole, il a coupé la parole, il a parlé fort, il parlait avec les mains, il tapait sur l'épaule, il tapait dans le dos, tout ça. Et moi, j'ai vu qu'en fait, en 10 minutes, il avait perdu l'intégralité des collaborateurs nordiques. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, ça marche pas du tout. On peut pas... Ouais. Enfin, il faut faire gaffe. Il y a eu cette anecdote de l'italien, directeur artistique italien, et il y a eu une autre anecdote qui était c'est un projet qui était strictement norvégien, donc c'était que des Norvégiens qui étaient autour de la table. C'était une coproduction entre un studio et une production norvégienne. Plein de problèmes à tous les niveaux, le projet un peu maudit. Et donc à un moment, réunion de crise entre les producteurs pour parler des problèmes. Et donc on parle du budget, on explique que à cause de ce budget, il va y avoir des contraintes artistiques, on va pas pouvoir faire exactement un Pixar. Et donc j'explique ça, et à un moment, le producteur me coupe la parole. Il me dit, non mais là, Thomas, vraiment sur ce ton-là, pas plus haut, pas plus bas, hein, mais... Thomas, là, écoute, j'aimerais bien qu'on arrête de parler du budget pour parler des contraintes artistiques, parce que moi j'ai vu des films d'animation qui n'avaient pas beaucoup de budget, et qui étaient quand même de très bonne qualité. Donc s'il te plaît, on passe à autre chose. Voilà. Bon, la réunion continue, puis le producteur part, et là, dans la salle, tout le monde, se met en arrière sur la chaise. Oh, ok, il faut que je prenne une pause maintenant, parce que là, c'était beaucoup trop tendu. Là. Wow. C'était super tendu. Là, il a pété un câble, en fait. Et donc, moi, Comme il t'a jeté. C'est ça. Il me dit, mais comment ça? Ah non, mais là, il était très, très en colère, tu sais. Et là, en fait, pour moi, pas du tout. Il dit, voilà, on passait à autre chose, voilà, il n'était pas d'accord. d'accord. Pas sur ça, on continue. Et en fait, non, j'ai compris par la réaction des autres qu'ils sont vraiment partis fumer une clope alors qu'ils fument peut-être pas d'ailleurs, sur le toit. Vraiment, il fallait prendre l'air. C'était waouh. Là, c'était la crise. Ah, punaise.
Et là, en fait, ouais, c'est La aussi- réunion de fin de journée à 14h, Ah ouais. tendue, quoi. Ah, c'est ça. Et moi, même, je leur ai demandé, mais attendez, pour donnez-moi une base, là, sur une échelle de 1 à 10, on était, ah, non, mais là, Thomas, on était sur du 7,5 sur l'échelle de Richter, là, tu te rends pas compte. Ah oui, et alors que c'est trop drôle. Et ça. alors qu'en fait, pour moi, toi, vraiment, c'était non, mais moi, pas- pour moi, C'était ce déjà passé. niveau-là en Ah France, ouais. mais on se jetait les livres à la tête. Enfin, Ouais, ouais. Ouais, j'exagère, mais Ouais, quand il y a un bah, conflit, on a d'autres anecdotes, mais c'est pas pour mais vraiment, en France, ouais, non, quand il y a un désaccord ou vraiment quand il y en a un qui en c'est a les marre autour de la cendriers table, qui volent. Bah, bien sûr, ouais. ça va pas être à ce niveau-là. Et donc là, j'ai compris aussi que on n'avait pas exactement Le le même même curseur. standard Ouais. sur l'intensité. Et puis aussi, j'attends plus forcément les mêmes choses. Maintenant, je fais des trucs et en fait, si je vois qu'il n'y a pas d'opposition ou qu'il n'y a pas de blocage, bon, bah, c'est que ça va. Alors qu'en France, tu as tendance à demander l'approbation. Il y a un truc beaucoup plus hiérarchique, beaucoup plus. Tu vois, tu attends l'approbation, tu demandes une validation. Ici, faut pas attendre ça. Tu avances. Si ça bloque, On c'est te qu'il y a prévient quand ça va pas. Ouais, C'est comme ça. pour la grossesse. Oui, exactement, c'est. Non, mais c'est tout à fait J'y ça. pensais, Ouais. ouais. Il me semble que dans ta présentation de cette fameuse soirée de l'Institut français, tu disais qu'il y avait une grosse partie de ton boulot que tu passais à être un peu ce lien entre les interlocuteurs norvégiens et les autres cultures. Ouais. Ça, c'est dans mes activités de freelance, je bosse beaucoup sur la coopération entre la France et la Norvège dans l'audiovisuel. C'est-à-dire que j'aide à monter des coproductions, c'est-à-dire sur un projet de long métrage qui est initié par des Norvégiens. Je les aide à trouver un partenaire en France qui va les aider à fabriquer et à financer leur projet. La France, c'est un pays qui est très fort sur l'animation. C'est une très grosse industrie qui est très bien structurée à la fois en formation, en financement et on a beaucoup de talent. Et donc, moi, j'ai travaillé sur plusieurs projets sur lesquels maintenant sont impliqués des Norvégiens et des Français sur des longs métrages. Donc, ils collaborent ensemble. Et ça nécessite beaucoup de suivi au départ. Parce que je dis souvent, en fait, je suis une sorte de Tinder, mais professionnel. C'est-à-dire que je fais du matchmaking entre les sociétés parce qu'il faut que ça prenne, Bah. que les gens s'entendent bien. Et au départ, c'est pas évident parce que c'est deux cultures super différentes. Les Français, ils sont plus cash, ils ont plus une fibre commerçante. Donc, quand ils viennent présenter leur studio, ils ont tendance à vraiment... Ils peuvent vendre ça comme ils vendraient des aspirateurs, certains. Et pourquoi pas, mais pour des Norvégiens, ça marche pas du tout, par exemple. Donc, il faut trouver une espèce d'équilibre entre ces partenaires-là. Tu donnes quoi comme conseil, du coup, aux Français pour quand ils doivent dialoguer avec les Norvégiens? Totale transparence. Vraiment, il faut être super transparent. Les Norvégiens supportent pas qu'il y ait des zones obscures, qu'il y ait des choses qui soient pas comprises. Il faut que ce soit très très clair. Et donc, il faut être très pédagogue parce que bon, sur les financements français, on est très structuré, mais il y a beaucoup de financements complexes. Et les Norvégiens, ils veulent comprendre. S'il y a un truc qu'ils comprennent pas, ils vont penser que c'est peut-être une entourloupe ou qu'il y a un truc qui est pas clair. Donc, il faut être très transparent et très pédagogue et bien expliquer et répéter pour établir la confiance et que cette confiance-là, elle reste. Ce sont des bons conseils pour la gestion des finances dans le couple aussi. Et après, je dirais que dans un deuxième temps, une fois que le projet est en route, c'est quand même bien de rester là parce que s'il y a des difficultés, bon, les projets audiovisuels, c'est compliqué à monter. Quelquefois, ça va vite et quelquefois, ça prend plus de temps à être développé. Et si ça prend plus de temps, les coproductions, c'est un peu comme les mariages. C'était une assez bonne analogie. Si ça se passe mal, ça se tend très vite. Et donc là, en fait, typiquement, je suis sur un projet où je remonte un peu en charge sur le projet pour le suivi parce que voilà, je sens qu'il y a sur la communication, il y a des choses qui sont un peu distendues, le planning s'est un peu étiré et je remonte à bord pour aider à la cohésion. Qu'est-ce que les Norvégiens apprécient des Français, de travailler avec des Français? Venant du secteur de l'animation en France, j'apporte une très grosse valeur qui est que l'animation française est un vrai secteur d'excellence. On est très fort, on produit beaucoup de choses de très bonne qualité. On a beaucoup de talent parce qu'on a des écoles qui sont très prestigieuses et on a aussi des financements qui sont très bien structurés. Ce qui fait que c'est super attractif pour des Norvégiens. Donc ils se disent là il y a quand même un gâteau qui a l'air sympa, j'aimerais bien en avoir une part. Il y a du financement. Et il y a beaucoup de talents au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a des studios qui sont très forts et il y a des artistes qui sont très bien formés. Donc pour la Norvège, qui est un petit marché, l'animation norvégienne, c'est un petit marché. Il y a des talents, il y a des écoles, mais beaucoup moins qu'en France. Donc ça leur donne accès à ça. Donc quand tu arrives avec ce réseau et cette connaissance,
secteur, pour eux, c'est très intéressant. Le podcast va bientôt toucher à sa fin parce que, comme beaucoup de nos invités, il y a des enfants à aller chercher. Et oui. Et maximum à 16h. Et oui, c'est le gong, il ne faut pas une minute plus tard à la norvégienne. Quels sont un peu vos projets dans les 5 prochaines années? Allez, qu'est-ce que vous faites? Combien il y a d'enfants? Qui travaille dans quoi? Comment vous vous projetez? Alors, on aimerait bien pouvoir répondre à cette question et que ça se suive. Mais on n'y croit plus du tout. Toi, peut-être professionnellement, qu'est-ce que ça va devenir? Moi, j'aimerais bien... déjà, là, je vais me concentrer sur l'arrivée de mon 3e, parce qu'on est en Norvège et que c'est le meilleur endroit pour en profiter, en fait. Donc, autant le vivre à fond. Et puis, après ça, par contre, j'aimerais vraiment retrouver, justement, une vie professionnelle et des collègues. Alors... la chance que j'ai, c'est que là, je peux travailler en tant que prof jusqu'à la fin de ma grossesse. Et puis ensuite, je vais pouvoir vivre le congé maternité norvégien d'1 an. Mais après, ce sera un challenge, en fait. Et tu penses que tu vas revenir dans ton secteur d'activité initial? Eh bien, très honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je pense que pour n'importe quelle personne, que ce soit en Norvège ou en France... N'importe quelle maman qui a son 3e enfant se pose la question de savoir si elle va revenir dans son secteur d'activité initial. Donc, c'est même pas une question France ou Norvège. C'est plus une question de situation après 3e enfant. Qu'est-ce que je fais? Comment je gère? La chance qu'on a ici, c'est cet équilibre vie pro, vie perso qu'on aimerait justement pouvoir trouver et qu'on vise en fait au maximum. Avec donc nos petits, ce serait chouette. Et en fait, c'est plutôt ça le projet. C'est plutôt de se dire, je ne sais pas dans quoi je vais travailler, je ne sais pas si je vais revenir à un travail dans la communication ou dans le marketing. J'aimerais bien, parce que j'adore ça, que j'adorerais. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. De toute façon, il y a eu tellement d'imprévus ces dernières années que j'avais tendance à être dans le contrôle. Je suis dans le lâcher-prise. Voilà. Donc, puis au moins, là, tu vises plutôt un mode de vie. Oui, exactement. Et ça peut ouvrir plein de portes. Ouais. Plus que le projet de retrouver un travail dans tel ou tel secteur, c'est plus le projet de dire on va essayer de créer un équilibre très harmonieux pour la famille ici. Donc vous voyez rester ici? Ah oui. Ça y est, toi, Thomas, tu sens que tu t'épanouis dans ton travail en Norvège? Mais moi, j'attends que Mélanie prenne un travail pour tout arrêter. Mais oui. Pour enfin pouvoir arrêter de travailler, parce que c'était ça le projet. Le projet était que je travaille pour qu'il puisse faire une petite pause. C'est vrai. De quelques mois. Là, les 5 prochaines années, c'est une pause de 5 ans pour moi. C'est un projet sabbatique. Toi, tu vas pouvoir enfin t'arrêter de travailler pour apprendre à parler norvégien au bout de 5 ans. Ça fait partie des j'ose plus parler de projet, mais ça fait partie d'aspirations. Oui, voilà, des objectifs qu'on s'était fixés, de prendre un peu de temps pour apprendre le norvégien, de prendre un peu de temps, toi, que tu puisses faire une petite pause aussi pour passer des moments avec les enfants, et que moi, je puisse me réépanouir professionnellement de mon côté aussi. Retrouver après peut-être un équilibre, oui. Oui, parce qu'on n'avait pas du tout prévu dans notre parcours que j'allais passer autant de temps hors... Oui, au final, ça a été extrême. Toi, t'étais redevenu à fond dans le boulot, et toi à fond dans la parentalité. Quoi. Ça a été un peu... on était parti pour l'inverse. Et en fait, on s'est retrouvés de nouveau dans cette situation-là où toi, tu bossais comme un fou et où moi, j'étais à la maison enceinte ou en porte-bébé. Donc, Bon, après, même si je bosse énormément depuis qu'on est arrivé, je vois quand même beaucoup plus les enfants que depuis c'est déjà un vrai Paris. Beaucoup plus. Ah ouais. Là, j'ai quand même l'équilibre est quand même... oui. Je bosse beaucoup, mais vraiment, les enfants, je les vois 1000 fois plus que je voyais Karl quand on était à Paris. Oui, mais c'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit il y a peu de temps, c'est-à-dire que est-ce qu'on rentrerait en France dans les prochaines années? On va retrouver les mêmes problèmes, en fait, qui nous ont fait partir. On vous souhaite tout ça, de trouver cette sérénité. Et puis, merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience. Et de nous avoir fait confiance. Vous nous avez donné plein de petits conseils. C'était super de vous avoir et d'entendre vos expériences. On vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.